Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Cormand. Camille qui est la fondatrice de One Food One Me, et on va parler avec Camille aujourd'hui de nutrition personnalisée, de biologie fonctionnelle, de bien-être et surtout comment Camille a allié tout cela pour créer One Food One Me, sa société. Camille, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégory, ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci, pareillement. Alors je sais que l'exercice n'est pas toujours simple, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases quel est le concept de One Food One Me? Oui, bien sûr. Alors One Food One Me, c'est un programme digital de nutrition personnalisée. Tu en as parlé dans ton introduction, qui a le côté inédit de s'appuyer sur des analyses de biologie préventive, dont on pourra parler aussi, et qui a vraiment pour objectif de l'impact au niveau de la santé et du bien-être des personnes et du plus grand nombre. Et donc c'est une société que tu as créée quand exactement? Alors c'est une société qui a été créée sur la base de pratiquement rien en 2018, c'est-à-dire quelques slides et des concepts, pour en fait entériner et ancrer un accord partenarial avec, un grand réseau de laboratoires, en France, qui inclut des centaines de laboratoires, sur tout le territoire, qui a, et qui fait et qui analyse ces analyses de prévention primaire que j'avais, définies et identifiées. Et puis ensuite, s'en est suivi en fait tout le développement du projet, du concept, et le lancement en fait officiel et la commercialisation à partir de mi-2020 en France. Et là aujourd'hui tu en es où dans le développement de l'activité? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager sur, je sais pas, le nombre de clients, le nombre d'abonnés, si c'est des systèmes d'abonnement, le chiffre d'affaires et cetera? Alors je vais dire ce que je peux dire, mais effectivement nous sommes commercialisés en fait depuis, mi-2020 en France, 2021 en Belgique et 2022 en Suisse. La raison pour laquelle nous sommes déjà à l'étranger, c'est qu'en fait on travaille, on a 2 flux, de commercialisation que sont, d'une part, nos utilisateurs finaux qui nous trouvent, via notre site internet, via, nos moyens de communication, et puis, des utilisateurs qui viennent en fait d'entreprises. Donc on a des partenariats avec des entreprises, hein, différentes verticales entreprises, hem et au gré de ces partenariats qu'on déclenche, donc par exemple une assurance en Suisse, donc par exemple, un employeur, en Belgique, on commercialise aussi à l'étranger et on s'est lancé, dans ces pays-là. On est encore en version française avec, d'autres, des projets effectivement d'internationalisation et de se lancer aussi en langue étrangère, très prochainement. Voilà, on est une équipe de 7 personnes. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, aujourd'hui. Et dans les 7 personnes, ce sont quoi les profils de l'équipe? Alors, on a un profil d'équipe qui est, une équipe tech, dev, qui est importante, 3 personnes. On a 3 experts en nutrition, on a un responsable marketing et un responsable commercial. Et puis Très moi et des bien sûr. stagiaires. Et pour, comprendre un peu mieux, quelle est un peu la science et la technique qui est derrière, ton concept, tu nous as parlé de biologie préventive. Je Ouais, crois que tu utilises aussi le terme de biologie fonctionnelle. c'est bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus et qu'est-ce que ça veut dire exactement ces, Oui. ver wording? Ouais, alors ça a été la grande découverte un petit peu quand finalement, et j'en parlerai peut-être après, mais quand je suis rentrée, en France, après un long moment à l'étranger, et que j'avais cette idée en tête, inspirée d'un modèle que j'avais testé à l'étranger, je me suis dit, quels sont en fait les marqueurs aujourd'hui de préventifs qui nous permettent à nous, à toute personne, d'un point de vue individuel, d'avoir des marqueurs clés sur, et un état des lieux objectif, sur éventuellement des déficits
déficits, des excès nutritionnels, qui soient directement transposables en recommandations alimentaires fondées, fouillées, fondées sur la science et solides. Et donc en fait, j'ai entrepris une étude de marché, auprès de plusieurs, professionnels de santé. Donc on parle de psychiatres nutritionnistes. En général, c'était des médecins formés à la nutrition santé, diététiciens formés à la nutrition santé aussi. Plusieurs avaient suivi des formations et justement sur des marqueurs, et toujours, ils revenaient toujours en me disant: «Quand j'utilise, des marqueurs clés de prévention, au niveau alimentaire, c'est ceux-là qui sont vraiment intéressants», et ceux-là, c'était ce qu'on appelait la biologie fonctionnelle, c'est-à-dire des analyses de sang et aussi d'urine, hein. C'est ce que j'inclus, dans nos bilans One Food One Me. Hem qui étudie en fait plusieurs marqueurs. Alors les marqueurs, ce sont très très concrètement des acides gras érythrocytaires. Ces acides gras érythrocytaires, ils évaluent chez toi, Grégory, chez chacun de nous qui nous écoute, soit des excès en acides gras saturés. Les excès en acides gras saturés, ça arrive quand on consomme trop de sucre, quand on consomme trop de mauvais gras. Et malheureusement, 78% par exemple de la population française fait des excès d'acides gras saturés. Alors ça fait rigoler, on mange trop de fromage. Voilà, ça c'est plutôt le côté sympa, le fromage, parce que en l'occurrence ça peut apporter quand même des bonnes choses. Mais le sucre, hein, et le sucre caché qui se trouve partout, c'est moins amusant, dans le sens où effectivement c'est directement corrélé aux maladies dont on meurt dans, dans la grande majorité d'entre nous. Ensuite, donc, voilà, ça mesure très très objectivement ces excès qui se retrouvent ensuite dans notre sang. Et puis, ça mesure aussi des déficits d'oméga 3. Alors moi, les oméga 3, j'en avais entendu parler depuis longtemps parce que j'ai travaillé longtemps en innovation alimentaire. Mais alors là, j'ai vraiment compris le sujet. 80% de la population française et aussi mondiale manque d'oméga 3. Et c'est difficile de se rappeler de cela, mais les oméga 3 ont un impact direct sur notre santé mentale, ont un lien direct avec des maladies et des troubles aussi de cognitifs. Et c'est assez simple finalement de remonter des déficits d'oméga 3 avec des recommandations alimentaires assez simples aussi, avec des produits alimentaires assez simples à trouver. Voilà, donc on a ces analyses d'acides gras érythrocytaires, on les appelle comme ça. On peut simplifier par AGS quand on travaille avec les laboratoires. Donc à nouveau, on traque des excès ou des déficits de bons ou de mauvais acides gras. Et puis on analyse aussi la dopamine et la sérotonine et tout un bilan vitaminique. Donc souvent des déficits en vitamines et minéraux qui sont aussi essentiels à notre santé. D'accord, donc ça fait, je sais pas, peut-être une dizaine ou une vingtaine de marqueurs qui 18 sont analysés, c'est ça? 18 marqueurs, ouais, tout à fait, sur lesquels en D'accord. fait, on a une information clé très claire, et surtout, en fait, comme on les voit et comme il s'agit véritablement du reflet, de nos apports nutritionnels sur les 3 à 4 derniers mois, c'est important. C'est pas parce qu'on mange une salade la veille, des analyses, que ça va changer quelque chose. Bah, c'est vraiment un statut, une vraie évaluation de notre statut nutritionnel, et c'est là où en fait, on se rend compte que chaque personne est très intéressée de connaître et apprend ces marqueurs-là et commence à les comprendre et à les retenir, Mmh. ce qu'il ne fait pas avant quand il a des informations assez générales, par exemple sur les oméga 3. Et donc concrètement, comment ça se passe? La personne qui rentre dans le programme va aller dans un laboratoire pour faire, ses analyses de sang et d'urine? Absolument, alors c'est ça qu'on a fait, depuis le début, hein, de la création de One Food One Me. C'est que, pour moi l'enjeu, c'était qu'il y ait un parcours consommateur, très fluide, très simple, et qu'effectivement et donc de s'intégrer avec, des laboratoires, et de s'intégrer avec des partenaires qui ont une «puissance de frappe» entre guillemets, qui est des laboratoires, le plus grand nombre de laboratoires sur le territoire français. Pour que n'importe qui a accès à notre outil digital, parce on est un programme digital, puisse se dire: «OK, je rentre dans le programme, j'achète une fois mon programme». En l'occurrence, notre offre best-seller, elle dure à peu près 4 mois. Quand je rentre, avant même d'acheter, je consulte et je vois quels sont les laboratoires qui sont le plus proches de chez moi, et ça, que je sois, basée à Toulouse, à Lyon, à Marseille, dans l'Est, ou à Nantes. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on s'est intégré avec eux, pour effectivement, montrer ce qu'on appelle le lab locator. Donc on rentre notre adresse et puis on se dit: «Ah là, je vais
pouvoir me rendre dans ce laboratoire-là. Alors pourquoi on ne peut pas aller dans n'importe quel laboratoire? Parce que les prélèvements exigent un protocole particulier, c'est un petit peu plus long, légèrement plus long. Et puis ensuite, il faut que ça soit analysé par les bons laboratoires. Et tous ne font pas ces analyses-là. Une partie, par exemple, de nos analyses aujourd'hui, ça va changer, sont réalisées en Belgique. La Belgique, historiquement, Oui, ils sont en avance sur ce voilà, type d'analyse, oui. biologie fonctionnelle et préventive, absolument. Mmh. Belgique et je crois au Luxembourg aussi, il y avait des laboratoires qui étaient experts sur ce type, d'analyse, comme ça, un peu de micronutrition. Oui, alors oui et tout est une histoire de coût aussi, hein. Il faut se rappeler que ces analyses sont non remboursées par la sécurité sociale encore, en tout cas en France. Et donc et elles ont un coût. Donc mon objectif, c'était de trouver aussi, voilà, des partenaires qui les réalisaient à un coût quand même abordable, et puis d'avoir un bilan le plus complet possible, dont on puisse retirer des recommandations, vraiment très concrètes et actionnables et en même temps à un prix abordable. Voilà. Et ce coût, il est inclus dans ta prestation, dans ton forfait, Absolument, c'est ça? Et après tu absolument. sous-traites auprès des laboratoires? Tout à fait, c'est Mmh. exactement ça. Pour que ça soit plus simple, voilà donc et puis effectivement il y a un bénéfice coût parce que ces analyses, bah, voilà, sont inclus dans un programme et sont vendues, en l'occurrence moins cher, à Mmh. un prix intéressant. Et pour avoir une idée justement du positionnement prix de ta solution, on est à combien? Alors, sur l'offre qu'on appelle la best-seller, hein, celle qu'on vend le plus, hein, qui dure à peu près 4 mois, qui inclut ces analyses d'une part, donc vraiment la première activité, c'est de se rendre dans le laboratoire qu'on a sélectionné avant de commander et puis de réaliser ces analyses d'urine et de sang. Ensuite, on réalise un questionnaire en ligne et ensuite on fait ce qu'on appelle une journée photo, ça remplace, le journal alimentaire et puis, c'est très simple, c'est très ludique. On voit vraiment ce qu'on mange sur toute une journée et on complète sur les journées suivantes. Et puis après, on s'enchaîne le parcours avec l'intervention d'experts en nutrition. On est sur un forfait de 340 € en tout. Et on peut l'échelonner sur 6 mois. Donc aujourd'hui, on est à 57 € par mois et on a une belle promotion d'ailleurs en ce moment, ce qui fait qu'on est à 51 par mois pendant 6 mois. Donc ça D'accord. inclut bien sûr le prix des analyses, hein. Mmh. Qui aujourd'hui, pour vous donner une idée, quand on va dans n'importe quel laboratoire, si on devait les faire par soi-même, hein, parce que certaines personnes le faisaient avant et le font toujours, quand ils malheureusement ne nous connaissent pas encore, ils payent entre 180 et 200 €. D'accord, donc vous avez du coup réussi à négocier des tarifs un peu préférentiels aussi sur le volet analytique? Exactement. D'accord. Et alors justement sur cette idée de faire des analyses soi-même, c'est pas trop dans la culture des Français de faire ça, enfin sauf si on a une recommandation, enfin et même une prescription et une obligation, médicale. Du coup, est-ce que c'est une barrière, pour rentrer dans le programme? Comment réagissent les consommateurs, qui viennent chez toi, par rapport à ce volet analyse? Alors, ceux qui viennent chez moi sont très curieux, hein, c'est-à-dire que pour eux, il y a le côté bilan, la découverte de ces marqueurs, ils comprennent tout à fait le concept, hein. Je pense qu'aussi ils sont, au courant, il y a beaucoup d'initiatives, hein, à l'étranger qui arrivent et qui sont développées quand même depuis une dizaine d'années. Hem, donc ceux qui viennent et qui tapent à notre porte, ils sont au courant et ils comprennent le concept. Non et effectivement, il existe quand même une barrière prix. Aujourd'hui, et c'est une barrière pour la prévention et la bonne santé des personnes en général, hein. C'est en France, on n'est pas habitué à payer pour sa santé. On a la chance, hein, finalement et on le mesure pas assez, hein. Quand j'ai vécu longtemps à l'étranger, donc vraiment j'ai mesuré cette chance-là, quand on est français d'avoir quand même accès à alors c'est pas du tout gratuit, mais on a quand même, une grande partie de notre santé qui est gratuite. Alors pour payer pour sa santé, on n'est pas habitué. Alors pour payer pour sa prévention et préserver sa santé, on l'est encore moins. Donc je ne pense pas je pense que beaucoup de personnes sont sensibilisées au fait que maintenant l'enjeu, c'est de s'occuper d'éviter des maladies, plutôt que de se faire soigner quand il est trop tard. Ça oui, ça je pense qu'ils comprennent que le curatif, c'est bien, mais qu'il faudra anticiper. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a une barrière au niveau prix. Est-ce que, au-delà de la volonté, est-ce qu'on est prêt à y aller, à investir de l'argent. Ça, c'est vraiment très personnel. Donc j'ai pas d'avis, là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, on a une population qui est concernée par ça. Voilà, mais Et là, dans l'abonnement à 50 et quelques euros par mois, donc il y a les analyses, OK, et il y a aussi toute la partie, servicielle que tu déclines derrière.
à Oui. savoir des conseils personnalisés, et cetera. Est-ce que ça va jusqu'à des produits? Alors non, sauf si partenariat. Alors je vais t'en parler. Le suivi, c'est très intéressant parce que quand on s'est lancé, donc en la commercialisation quand elle s'est faite en 2020, on était en 100 digital. On avait parié sur le fait que voilà, les consommateurs étaient mûrs, ils allaient pouvoir changer. Nous, on était vraiment un outil de changement, hein. Ce qu'on veut et notre métrique la plus importante, c'est de faire changer les gens, de rendre actionnables justement ces changements qui n'interviennent pas et qui n'arrivent pas assez souvent en termes de changement d'habitude alimentaire pour justement se sentir mieux, atteindre des objectifs bien-être et atteindre des objectifs de santé. Et en fait, on s'est rendu compte, parce que moi j'ai longtemps travaillé en marketing, ce qui me passionne c'est l'innovation et ce qui me passionne c'est le retour client. Et vraiment, on voyait par nos métriques, par les retours, qu'ils étaient enchantés au début et puis au bout d'un moment ils arrêtaient. Ils arrêtaient de suivre le programme parce qu'en fait on suit toute leur l'adoption en fait des recommandations qu'ils reçoivent à un rythme hebdomadaire. Ils s'évaluent chaque semaine et donc ce rythme-là on le suit, on suit leurs évaluations et puis on voyait un churn, hein, ce qu'on appelle un churn, c'est-à-dire un abandon au bout de à peu près 4 semaines. Et nous, bah, ça dure 3 mois à partir du moment où on a lancé son parcours. Donc et puis on sait que vraiment pour ancrer des changements alimentaires qui restent pérennes, il faut 3 mois. Donc voilà, donc en fait on s'est dit le digital et le tout digital ne suffit pas. Il faut faire intervenir de l'humain à des moments clés du parcours. Donc aujourd'hui, ce qu'on a dans la formule que je décrivais tout à l'heure, qui est la formule best-seller et qui dure 3 mois à partir du moment où on lance le parcours, on a au début du parcours une consultation à distance qui se fait avec l'un de nos experts en nutrition pour expliquer les résultats. Et puis, on a des points de suivi toutes les 2 semaines de 10 minutes qui sont des points motivationnels qui font le point sur les recommandations des 2 dernières semaines. Et ça peut se passer au téléphone en 10 minutes. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a eu un impact sur votre bien-être, sur vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez du mal à mettre en place? Et puis, ça leur permet de se rappeler ce qu'ils sont en train de faire, de les motiver, de sentir qu'il y a une équipe derrière. Et je pense que c'est ça le plus important. Et puis, de continuer et de ne pas abandonner. Aujourd'hui, on a 80% de nos clients qui arrivent et qui s'évaluent jusqu'à la fin. Et la fin, ça veut dire, en fait, entre les activités et le parcours, c'est 4 mois. Donc, Mmh. c'est énorme en termes d'adhérence. Et en termes de satisfaction client, tu as déjà fait des mesures sur des gens qui Oui. ont complété la totalité du parcours sur, bah, à la fois du ressenti, mais aussi peut-être de l'analytique aussi pour voir le progrès des fameux marqueurs? Ouais, on a plus de 90% de personnes satisfaites, sur le programme et on a plus de 90% aussi de personnes qui atteignent leurs objectifs bien-être, déclarés, en début de programme et ça, c'est des questionnaires, qui sont faits, qui sont intégrés dans le programme et qui sont suivis donc pour chacun de nos clients, donc on les suit, en real time. Et on a fait aussi des pilotes avec notamment une assurance en France sur l'impact sur les biomarqueurs pour prouver effectivement l'évolution à la positive, qu'on espérait, mais on ne sait jamais, sur ces biomarqueurs de la biologie préventive au bout de 3 mois de changement alimentaire. Ça s'est avéré extrêmement positif. On a inversé. En fait, on avait une population, donc ils nous ont envoyé une cohorte de personnes qui se sont évaluées à un instant T. Ensuite, ils ont suivi le parcours pendant 3 mois. Ils se sont réévalués. Et en fait, sur cette cohorte, quand on regardait les 18 marqueurs, dans la majorité, ils étaient soit dans le orange ou le rouge. Alors le orange et le rouge, c'est qu'ils sont, en dessous des seuils santé ou au-dessus des seuils santé et on arrivait en fait ensuite à inverser cette tendance et à avoir une majorité de cette population-là dans le vert, donc proche des seuils santé. Et concernant ton parcours, toi, tu es pas nutritionniste ni expert de la nutrition à la base, enfin, même si j'ai l'impression que tu t'es bien formé et documenté sur le sujet. D'où est venue cette conviction sur, le rôle de l'alimentation, sur le bien-être, sur la santé? C'est quoi un peu ton parcours qui t'a amené à toute cette réflexion? Ouais. Alors moi je suis effectivement, plutôt une experte de l'innovation. C'est ça mon dada. J'ai eu la chance de commencer en fait dans des grandes entreprises et notamment Unilever, et je travaillais pour eux en innovation et notamment en innovation alimentaire. J'ai travaillé pour eux en France et dans ce qu'on appelait le centre d'innovation européen. Ils m'ont envoyé en Argentine, donc j'ai emmené ma famille pendant 4 ans travailler en innovation
innovation aussi sur le marché sud-américain, donc Argentine, Brésil, Chili et Mexique. Et puis ensuite, je suis partie aux États-Unis, à San Francisco, et là, j'ai lancé une première start-up dans un domaine complètement différent, mais qui travaillait dans la personnalisation et aussi dans le digital. Euh, C'était dans la mode, hein, c'est ça? Exactement. C'était trouver plus facilement des vêtements en ligne, en allant chercher en fait sur la base d'un questionnaire, des vêtements qui vous correspondaient. Donc c'était pas très loin, mais c'était la mode. Et ça parlait aussi de personnalisation et ça parlait aussi et c'était vraiment dans le digital. Donc voilà. Et puis en fait, je suis revenue à une grosse entreprise qui s'appelle De Clorox Company. De la même manière, je travaillais en innovation alimentaire pour l'une de leurs filiales et je remplaçais des ingrédients qui étaient qui étaient pas très naturels et fabriqués dans des laboratoires par des ingrédients beaucoup plus naturels. Ça, c'était voilà, j'étais la responsable d'innovation santé avec toutes les contraintes d'un grand groupe industriel qu'on comprend bien. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs déclencheurs en fait à l'origine en fait et qui ont fait la genèse de la création de One Food One Me. C'est d'une part, lorsque je travaillais chez De Clorox, j'ai testé à titre personnel et à titre de veille, mais aussi par intérêt personnel, une société qui s'appelait Habit, qui est en fait l'un des acteurs historiques de la nutrition personnalisée, une très belle start-up de San Francisco qui a été rachetée par Viomi, qui aujourd'hui est aussi un acteur De la personnalisation? dans la, qui agit sur le microbiote et aussi qui vend des compléments alimentaires. Ils ont été rachetés en 2019. Et en testant Habit, moi, j'ai eu une découverte. J'ai fait la découverte effectivement d'analyse et de marqueurs clés de prévention. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi que j'ai mis en pratique et j'ai adoré l'expérience. J'ai adoré l'expérience qui était on me donne en fait l'accès à des analyses qui ont du sens, on me donne l'accès à des insights sur moi personnels, je comprends ce que je fais bien, je comprends ce que je fais mal et je cible via des recommandations alimentaires intelligentes ce que je peux améliorer dans mon quotidien. Et moi qui croyais bien manger, et qui avait toujours été sensibilisée à ça, de par mon activité professionnelle et puis de par mes traditions peut-être familiales, mon influence, l'influence de mes amis et de ma famille. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris surtout à varier mon alimentation. Et j'ai vraiment travaillé aussi sur, enfin j'ai vraiment travaillé sur des objectifs santé bien-être qui m'abîmaient, et c'était vraiment une demande à l'époque en tant que maman travaillant, peut-être surmenée, je me disais: «L'alimentation ne m'aide pas». Voilà. Et ce programme m'a vraiment aidée. C'est là où j'ai commencé une transition alimentaire et c'est là où je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire en France, en Europe», parce que moi, je connais bien le rapport à l'alimentation des consommateurs, avec leur nutrition, mais des consommateurs européens. Et je connais aussi bien le rapport à l'alimentation d'un Américain. Je vois toute la différence et donc je peux adapter ça facilement pour des utilisateurs français et européens. Donc c'est ce Et que j'ai envie de faire quand je le suis rentrée. le concept Habit, lui, il allait jusqu'à livrer des produits, type plat cuisiné, je crois, hein, c'est ça? Tout à fait, Mmh. oui, ils sont lancés là exactement, ils ont assez vite arrêté, pour tout te dire, et je les ai testés. Je pense que c'était un autre métier, c'était très, très ambitieux parce que là, ils se lançaient jusqu'à la restauration, donc effectivement jusqu'à des produits avec, des meal plans. Au-delà des meal plans, c'était vraiment, des produits qui arrivaient chez soi et qui étaient personnalisés. Ça rejoint la question auquel j'ai pas répondu tout à l'heure. Tu me parlais, est-ce que tu me demandais si effectivement nos programmes intégraient des produits. L'un de nos projets, on a déjà fait un pilote avec, qui est connu. On a travaillé avec Monoprix sur un pilote où on intégrait effectivement des recommandations de produits dans nos parcours personnalisés quand ils nous envoyaient quand ils nous envoyaient des clients. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, beaucoup de nos clients nous demandent aujourd'hui: «OK, j'apprends à changer, j'ai compris les aliments, mais maintenant est-ce que pour me simplifier la tâche, est-ce que je pourrais mettre tout ça dans un panier auprès des bons distributeurs, et hop, les recevoir chez moi ou savoir où aller?» Et ça, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui avec, des partenaires, du secteur de l'alimentaire.
C'est-à-dire que Monoprix va embarquer ta solution peut-être sur son site de e-commerce, par exemple? Enfin, ou en tout cas, il y a une connexion entre ta solution et eux, ce qu'ils peuvent vendre, sur leur site de e-commerce, parce que j'imagine qu'avec le digital, c'est plus simple et ils vont préparer le panier de courses qui correspond aux recommandations de One Food One Me? Exactement, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a OK, fait lors du pilote, hein, pour super. justement évaluer et traquer ça et traquer ce qu'on leur apportait comme flux commercial additionnel, sur quels produits, comment on élargissait le panier moyen des consommateurs, quel impact ça faisait, sur quel était le switch sur quel aliment. Voilà et aujourd'hui, on parle d'autres acteurs, d'alimentaire, mais ça peut être Monoprix, ça peut être beaucoup d'autres. Mmh. Et j'imagine que tu as réfléchi aussi, alors soit sous forme partenariale, soit sous forme de tes propres produits à ta marque, à développer une gamme de compléments alimentaires puisque on a quelques concepts comme ça aux États-Unis et au UK essentiellement, de compléments alimentaires personnalisés véritablement avec les bons dosages justement en oméga 3, en vitamines, minéraux qui correspondraient aux analyses, faites précédemment. Oui, et je l'imagine aussi sous forme de partenariat. Pour l'instant, pas de manière intégrée. La raison pour laquelle, je l'imagine ainsi et la raison pour laquelle je n'ai pas lancé, de produits, et de compléments alimentaires, c'est que mon credo et peut-être, ce en quoi je crois, c'est qu'au début, je voudrais véritablement travailler sur les changements de mode de vie, et inciter effectivement chaque personne et le plus grand nombre, hem à vraiment comprendre comment changer son alimentation de façon personnalisée, et en passant par l'alimentation. OK. Plutôt que le shortcut et le raccourci donc, du complément alimentaire et le complément alimentaire, il est très intéressant quand finalement une personne, découvre, grâce d'ailleurs à nos analyses de contrôle, parce que c'est comme ça qu'on fidélise et nos clients en fait renouvellent des analyses de contrôle régulièrement, pour se rendre compte qu'en fait, ils n'arrivent pas, malgré, la mise en place et une correction alimentaire, ils n'arrivent pas peut-être à fixer certains nutriments et là, ils ont besoin de compléments alimentaires et c'est là où le complément alimentaire prend tout son sens. C'est-à-dire qu'au lieu de comportements comme on peut le voir qui sont: «Je suis fatigué, je vais dans ma pharmacie et je prends du fer», à l'aveugle. Là, je fais, une analyse, je comprends que je ne fixe pas assez le fer, malgré un apport, de produits, riches en fer, je ne vais pas remonter mes niveaux, suffisamment pour être bien, pour arriver à l'état fonctionnel. C'est important de parler du fonctionnel ensuite, et donc j'ai besoin de compléments alimentaires. Donc c'est les deux vont ensemble, et là, je pense qu'il y a plusieurs partenaires à la fois en France, à la fois en Europe, qui seraient d'excellents partenaires pour One Food One Me avec lequel on a déjà commencé à parler. En tout cas, probablement que dans les auditeurs du podcast, il y a des marques, qu'elles soient alimentaires, de la distribution ou des compléments alimentaires qui peut-être, seront intéressés par ton concept et prendront contact avec toi. Super. On peut l'espérer. Pour revenir sur la partie personnalisation, alors c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous, chez Nutrikeo, depuis de nombreuses années, hein, tout ce qui touche à la nutrition personnalisée. Et en même temps, on voit qu'il y a une maturité du marché qui est différente selon les zones géographiques. Donc très clairement, l'Amérique du Nord est plus en avance et en Europe et en particulier en France, peut-être un marché qui est moins mature côté des consommateurs et aussi une barrière qui revient souvent, qui est souvent mise en avant, qui est la barrière réglementaire, Mmh. gestion des données de santé puisque, faire des analyses de marqueurs, sanguins, c'est de la donnée de santé. Voilà, c'est quoi ton point de vue sur, tout ce vaste univers de la nutrition personnalisée? Alors, tu as raison, ce vaste univers de la nutrition personnalisée qui est gros, hein. Il a été estimé, valoir, 64 milliards de dollars, avant 2040. Avec à la fois des acteurs qui sont, sous différentes formes. En fait, la façon dont on le définit, c'est, les acteurs de la nutrition personnalisée, ils capturent des données, soit via des questionnaires, soit via en fait d'autres types de testing comme, enfin, par exemple des analyses comme nous on les intègre, des analyses, biologiques. Il peut y avoir aussi des analyses génétiques. Elles sont interdites en France, elles sont autorisées dans certains pays en Europe et autorisées aussi aux États-Unis, ou des analyses du microbiote qui sont encore à l'état de recherche fondamentale et qui font des progrès et ces données-là, en général, pour ces acteurs de la nutrition personnalisée dont on fait partie, rentrent dans un algorithme. Donc il y a une dimension, technologique et puis
on en sort quoi en termes d'output final, et de service aux clients? On en sort soit des programmes personnalisés comme j'en fais, d'accompagnement au changement alimentaire, soit des compléments alimentaires, soit aussi des données et tout ça, des données. Donc c'est ça qui caractérise, finalement cette activité-là. Effectivement, elle a commencé aux États-Unis. Il y a aussi un acteur très intéressant qui s'appelle Day2, qui est israélien, et qui est plus sur le diabète. Elle est à la fois, en fait, c'est un marché très dynamique, mais qui a été aussi rendu dynamique aussi par des grosses levées et des levées d'investissement importantes. Par exemple, Viomi, hein, qui en fait partie, a levé plus de 240 millions d'euros depuis 2016. Un acteur anglais qui s'appelle Zoé a levé plus de 73 millions d'euros depuis 2018. Voilà, donc effectivement, on est aussi, et ça c'est une autre dimension du marché, les montants des levées à l'étranger, et notamment aux États-Unis, sont plus importantes qu'en France. Voilà, donc ça, c'est l'aspect, ça c'est ma compréhension globale du marché dans lequel on s'inscrit. Sur l'aspect réglementaire, oui, il faut faire très attention. Nous, on a vraiment intégré le RGPD by design dans nos programmes. Depuis le départ. C'est-à-dire qu'on a construit le circuit client pour faire en sorte que, au-delà des consentements évidents qu'il faut demander à chaque personne, toute personne qui reçoit ces analyses, par exemple, nous, on n'a pas accès aux résultats de ces analyses tant que nos clients ne les reçoivent pas par le laboratoire. Et c'est pour ça que ça demande et ça exige en fait un coût et un investissement temps et coût, donc d'intégration avec des laboratoires. On peut pas faire, on peut pas juste, ils vont au-delà d'être nos simples fournisseurs. En fait, finalement, on s'est intégré techniquement avec eux pour justement respecter les règles du RGPD by design. Mmh. Et c'est légal du coup en France de stocker, comme ça des analyses de tes clients, sur des marqueurs sanguins et cetera? Alors on est hébergé sur OVH aujourd'hui, qui a des protocoles particuliers sur tout ce qui est données de santé, hein. D'accord. Aujourd'hui, on a été audité par des assurances. On a travaillé avec des assurances en France, et on a été audité par leur département juridique et légal sur la manière dont on disposait des données et dont on les stockait. Donc non, c'est quelque chose qui est très, très sérieux et mis très sérieusement en place au sein de l'entreprise. Mmh. Tu parlais, tout à l'heure des grosses levées de fonds sur les startups américaines et anglaises, et justement toi, comment tu te finances? Alors aujourd'hui, on s'est lancé en fonds propres. J'ai remporté des subventions auprès de BPI, une aide de la part, parce je suis lauréate du réseau Entreprendre Yvelines, et un accompagnement à la clé qui a été surtout très riche. Aujourd'hui, on a fait en fait en 2021 une levée de financement en Love Money de 150 000 euros. Voilà, et puis on est aujourd'hui en phase de levée de fonds plus conséquente en seed. D'accord. Tu cherches combien comme montant? On est sur des montants de plus de 1 million. D'accord. Tu es déjà en contact avec des investisseurs, des fonds ou Oui, business tout angels? à fait. On est en contact avec à la fois des partenaires industriels, à la fois avec des BA très intéressés par le sujet, et puis avec des fonds à impact. Et si tu as des recommandations et des contacts, on est preneur parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Oui, oui, on connaît pas mal cet univers des fonds à travers le pôle investissement, hein, qu'on a développé chez Nutrikeo, qui accompagne ce type d'acteurs, dans leurs investissements dans le secteur de la nutrition. Mais là aussi, je pense que parmi nos auditeurs, il y a probablement des gens qui sont dans l'écosystème, du private equity, donc qui pourront rentrer en contact, avec toi par rapport à la levée de fonds, bien sûr, ouais. Avec plaisir. Hem, Après, je voulais revenir sur le volet, scientifique. Comment tu as créé ou, apporté la caution scientifique sur le programme? Est-ce que tu t'es adossé à des experts? Est-ce que tu as monté un comité scientifique? Voilà, comment ça se passe sur ce volet-là?
Ouais, les 2. Alors d'abord, on a effectivement, travaillé avec, des médecins nutritionnistes comme j'en parlais tout à l'heure. On Donc lors de l'étude de marché, hein, qui a été vraiment à l'origine de définir, quels étaient les biomarqueurs qu'on allait inclure, comme bilan, dans nos programmes. On a rencontré, plusieurs et j'ai rencontré plusieurs, médecins nutritionnistes, psychiatres nutritionnistes, hein, biologistes aussi de laboratoire, scientifiques, avec lesquels j'ai travaillé pour établir effectivement quels étaient les marqueurs clés du bilan que j'ai décrit tout à l'heure. Notamment une petite anecdote, j'ai travaillé avec une psychiatre nutritionniste qui s'est formée à la nutrition il y a 10 ans de ça. Donc c'était aussi une pionnière dans ce domaine. Et la raison pour laquelle elle s'est formée en tant que psychiatre à la nutrition, parce que ce sont des études finalement assez longues, hein, c'est plus d'un an et demi de formation, c'est qu'elle voyait en fait arriver dans ses consultations souvent des femmes, donc une patientèle qui était atteinte de dépression pour des raisons simplement de déficit en fer, sur lequel en fait les médecins passaient allègrement et qui n'avaient pas été repérés, et donc qui étaient traités en antidépresseurs avec bon, tout l'impact social, hein, en fait, que ça représentait. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer. On parle beaucoup plus simplement, librement de santé mentale et de troubles mentaux. Il y a 10 ans, il y a même 20 ans, c'était plus compliqué que ça. Et donc, elle s'est dit non, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est quand même trop dommage de traiter des personnes à des antidépresseurs qui sont souvent violents, hein. Les dosages sont pas très fins, alors on peut éviter ça via l'alimentation. Donc à nouveau, hein, toute l'importance de l'alimentation sur effectivement notre état de santé, et pour éviter effectivement une dégradation de notre état fonctionnel et puis des maladies chroniques comme ce qu'est la dépression. Donc justement avec elle, avec d'autres médecins, on a établi ces marqueurs-là et effectivement j'ai monté un comité scientifique l'année dernière qui est composé de 2 médecins et de 2 scientifiques, et qui accompagne effectivement les développements de la société. Bon, très intéressant. Hem, Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur la partie, B2B? J'ai senti qu'il y avait un axe de développement assez fort de ce côté-là, donc, à la fois avec des mutuelles, assurances, mais aussi, peut-être des entreprises qui développent ça pour faire, ce qu'on appelle du corporate wellness auprès de leurs collaborateurs. Voilà, où est-ce que tu en es sur ce volet-là? Est-ce que c'est différenciant par rapport à d'autres offres qui peuvent exister, voire uniques? Voilà, quel est ton positionnement sur, cet axe B2B? Alors, notre positionnement sur cet axe B2B, effectivement, il est sur 3 verticales. Donc, la première, c'est, comme tu le disais, le corporate wellness, hein, qui évolue. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus de demandes et on travaille avec eux sur effectivement comprendre, le profil de leurs employés, quels sont les besoins, aujourd'hui et ça varie, d'une entreprise à une autre. On a travaillé avec EDF et on a travaillé avec Nike. On a travaillé avec Monoprix et on a travaillé avec Massif. Donc c'est quand même des profils évidemment d'employés qui sont différents. Il y a les employés qui sont majoritairement dans l'entreprise et puis il y a ceux qui sont en télétravail. Il y a des enjeux de faire revenir des employés ou au contraire pas forcément d'enjeux là-dessus. Il y a des enjeux de santé mentale qui arrivent de plus en plus. Et là où en fait finalement les entreprises avant faisaient venir des nutritionnistes sur place pour des prises de conscience, des débats, des sensibilisations, effectivement ils voient en One Food One Me des actions qui vont plus loin, qui sont plus individuelles et qui permettent en fait à leurs employés sur la base du volontariat, attention parce qu'il y a un reste à charge en général payé par l'employé, de s'engager dans des programmes à titre individuel après avoir bien compris quelle était l'approche du programme, après avoir, par exemple, nous on anime en fait avec nos experts en nutrition sur place dans l'entreprise, de la même manière que des nutritionnistes peuvent venir des ateliers, mais au lieu d'être peut-être, on va dépasser le générique parce que c'est ce qu'on fait. Nous, on est dans la personnalisation et plutôt que de parler des grandes recommandations qu'on connaît, on va aller rentrer sur l'impact en fait à titre individuel de l'utilisation de tels aliments, de tels apports nutritionnels, l'intérêt de tels marqueurs en fonction des objectifs de chacun. Et c'est là où effectivement
il y a une appétence, une envie, qui ensuite se déclenche avec, l'adhésion des employés qui le souhaitent sur nos programmes. Donc ça, ils voient en ça effectivement un intérêt de sensibiliser, puis surtout d'inciter à l'action, de rendre actionnable, voilà, d'aller au-delà de la sensibilisation. Et sur des modèles B2B comme ceux-là, c'est l'entreprise qui paye, soit pour ses collaborateurs, soit pour ses assurés dans le cadre d'une assurance? Oui, l'entreprise participe. Participe, OK. L'entreprise participe et ça, c'est quelque chose qu'on travaille en amont, et à nouveau qui est aussi, du sur mesure dans le sens où, certaines entreprises vont, participer à 100 sur, une offre, une de nos offres, qui peut ne pas inclure des analyses. On a une offre qui n'inclut pas nos analyses, qui est faite sur la base d'un questionnaire de mode de vie, qui est moins précise, mais qui permet effectivement d'avoir aussi quand même une approche, «interventionniste» entre guillemets, à titre individuel, de sensibilisation. Donc là, ils vont largement contribuer et puis en revanche, sur la partie analyse, ils vont, encourager un peu comme on le faisait à l'époque, hein, sur les programmes de gymnastique. On leur dit voilà, on dit à nos employés: «Bah, vous en payez une partie et nous on abonde». Voilà, donc c'est comme Mmh. ça que ça se passe. Ils financent aussi des animations, et c'est comme ça qu'effectivement on apprend à connaître leurs employés et à les accompagner sur plusieurs mois. J'aurais aimé t'interroger aussi sur ta vision, globale du monde de l'alimentation et de la nutrition, puis des tendances qui font évoluer tout ça. Toi qui as vécu sur, différents continents, à la fois Amérique du Sud, Amérique du Nord et Europe, c'est quoi ta vision globale et dans quel sens, tout cela évolue? Qu'est-ce qu'on va manger demain, et qu'est-ce qui va nous nourrir? Ouais, elle est chouette cette question. Alors, écoute, c'est drôle parce que, je n'ai pas l'approche américaine et c'est peut-être ça qui nous distingue en fait de justement du service Habit que j'avais testé et puis peut-être d'approche de certains d'autres acteurs. Je ne crois pas à ce qu'on appelle les produits héros. Je trouve ça, au début, on s'était dit: «Bah, pourquoi pas le présenter comme ça? D'un point de vue marketing, ça fait du sens, c'est clair, c'est sympa». Mais en fait, c'est pas vrai. Dans le sens où il y a pas de produit miracle, hein, il y a pas d'aliment miracle, sinon ça se saurait et j'ai l'impression malgré tout on souhaite en termes de enfin qu'on on aimerait chacun se dire: «Ah c'est génial le thé vert, le maté c'est top, la kombucha ça va me sauver la vie, maintenant les galettes végétales, c'est vraiment, non, je pense qu'en fait, il y a des évolutions de la nutrition qui vont dans le bon sens et qui répondent à différents besoins. Une alimentation qui doit se végétaliser pour plusieurs raisons, des aliments qui doivent être plus naturels, des aliments qui ne doivent plus avoir de sucre, et cetera. Mais, pour être bien, pour bien fonctionner, c'est pour ça qu'on parle de biologie fonctionnelle, hein, pour bien fonctionner, c'est-à-dire, avoir la pêche, avoir l'énergie, bien dormir et on devrait être comme ça toute la journée, quel que soit l'âge. Avoir une bonne santé, être optimiste, une bonne santé mentale, une bonne santé physique, ne pas se casser trop tôt, ne pas être malade trop tôt. On devrait manger et ça les plus grands scientifiques le diront et on revient à ça, en fait, on revient à ces basiques. On devrait manger varié, donc le plus varié possible, pas trop, ça aussi c'est important, pas trop, heu et Pas trop en quantité ou en variété? en quantité. En quantité. Quantité. Finir un repas quand on est à 80 de sa faim, c'est finalement le meilleur conseil, et un conseil qui quand même, voilà, s'adapte à tout le monde. Et puis le régime méditerranéen reste quand même le régime qui, effectivement, fait preuve et continue à faire preuve et il y en a pas d'autres. Donc finalement, nous avec, les marqueurs, c'est ce qu'on voit. On voit effectivement ces résultats-là. On voit que si on amène une personne à varier son alimentation, à éviter, le grignotage, le surplein, les excès, à bien, s'alimenter de façon, au bon moment, suivant les repas, ne pas éviter de rien prendre le matin et puis après de grignoter toute l'après-midi. On arrive à quelque chose d'assez, où effectivement on améliore, il y a des effets très, très clairs, mesurés sur le bien-être, et après on peut jouer dans la granularité avec certains aliments en fonction des habitudes et des déficits ou des excès biologiques, nutritionnels de chacun. Voilà, ça c'est ma position et on peut en débattre, mais effectivement on est peut-être,
pas très sexy là-dessus parce qu'en fait, on veut pas mettre en avant des aliments, clés. On pense qu'il y a du bon dans chacun, et on pense, que finalement la vérité vraie, elle est aussi dans la variété et dans se limiter au niveau des quantités. Mmh. Manger de tout en petite, quantité. Voilà, 80 se dire, «Je mange 80 de ce que je voudrais manger et je mange de tout et surtout je varie, je varie, je varie». Mmh. Avec des bons produits bien sûr, hein, et c'est là où effectivement on a besoin de savoir, quels sont les aliments qui sont bons pour nous et c'est Et comme ça qu'on sait qu'il y a la nutrition personnalisée parce que sinon on ne le sait pas. et c'est quoi ta définition du bon produit, d'un point de vue nutritionnel? Bah, c'est le plus brut possible, hein, le plus brut possible. OK. Végétal idéalement, et puis après plein de couleurs. Et justement, avant de terminer, j'aurais voulu aussi avoir ton partage d'expérience sur, ton expérience d'entrepreneur justement, puisque, tu en es à déjà ta deuxième start-up. Voilà, quelles sont les grosses galères ou les grosses déconvenues que tu as eues dans ton expérience entrepreneuriale? Alors les grosses galères que j'ai eues, je pense qu'effectivement c'est les, je pense que le plus dur, quand on monte une start-up et quand on a, comme j'ai eu la chance de l'avoir, une bonne idée de ce que je voulais faire, et du produit que je voulais développer, du marché dans lequel je voulais m'inscrire, c'est de créer une équipe, hem, qui soit avec, voilà, qui soit, alignée et ça, c'est jamais facile. Aujourd'hui, moi, je suis en solo, je ne l'étais pas lors de la première start-up, l'équipe n'a pas tenu. Ça, c'est 80 d'ailleurs de la raison d'échec, des startups, en tout cas américaines à l'époque. Je me rappelle des chiffres. Quand tu Heu, dis l'équipe, c'est les associés, les fondateurs? Mmh. Exactement. Voilà, moi, j'étais l'associée principale, mais je m'étais entourée de 2 associés, late founders et finalement, ça a pas tenu dans le long terme, ce qui peut arriver souvent. Ça peut causer, heu voilà, c'est évidemment décevant et surtout quand ça impacte, le succès d'une entreprise. À l'origine de One Food One Me, hein, pour raconter, heu, moi j'avais vraiment, mon idée, je savais où j'allais. Moi, je suis une femme de produits, donc je savais comment j'allais, développer ça et je m'étais toujours dit: «Bah, si je rencontre quelqu'un sur la route, ce serait top». Et je me le dis toujours, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que présent, c'est-à-dire, en fait, il faut y travailler. Il faut recruter quelqu'un. Ça a été quelque chose que j'ai voulu faire l'année dernière, qui s'est pas concrétisé. C'est quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui parce que finalement, quand on est tout seul, bah, on fait moins vite, on fait moins, et que l'entreprise doit avancer. Donc, pour les besoins de mon entreprise aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc, de la même manière, je suis ouverte, à des, vraiment à des personnes qui viendraient me rejoindre, en late founder, hein, toujours, et qui prendraient, toute leur place, dans mon entreprise. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc ça, c'est un enjeu plus mais c'est une difficulté aussi quand, effectivement on se lance et qu'on a une bonne idée de ce qu'il est à faire. Mmh. Et inversement, alors c'est la question signature du podcast, puisqu'on dit, qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est vraiment notre motto, chez Culture Nutrition. Toi, Camille, qu'est-ce qui était impossible et que pourtant tu as réalisé? Bah, alors j'ai tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent et tout ce qui est à venir encore, hein, et qui sera changé et qui sera, scalé, et accéléré. Moi j'imaginais pas du tout que j'allais pouvoir, travailler avec des laboratoires. J'imaginais pas du tout que j'allais pouvoir effectivement, travailler avec, des experts de la nutrition, des biologistes, des médecins qui approuveraient, qui encourageraient, qui entoureraient le développement de mon projet. Je n'imaginais pas du tout, pouvoir avoir l'impact aussi parce que ça a été un impact sur moi, mais la vraie preuve, c'est finalement le retour client et quand on a des personnes qui, ont des exemples et des retours et des témoignages concrets de l'impact du programme sur leur bien-être, sur leurs objectifs, sur leur bonne santé, qui change leur vie, bah, il y a rien de plus,
motivant, et c'est là où on se dit: «En fait, on a tout bon», et c'est incroyable. Donc voilà, c'est cet impact, en fait, que moi je veux accélérer aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis lancée et je me suis dit: «Si ça m'est arrivé à moi, ça doit arriver à d'autres». Et tout ce qui a été fait est effectivement, enfin d'abord génial d'un point de vue, humain, et puis, et vraiment à continuer parce qu'effectivement je pensais pas que ça serait possible de le faire. Bah, super, ça répond parfaitement à la question. Mais écoute Camille, on arrive, au bout de cette discussion. C'est passé très, très vite et c'est un sujet passionnant, la nutrition et la nutrition personnalisée en particulier. Donc merci de nous avoir expliqué, ton point de vue sur, cette nouvelle discipline montante un peu partout dans le monde. Merci de nous avoir aussi partagé, ton expérience entrepreneuriale et bah, tout le concept autour de One Food, One Me, qui est complètement innovant. On a bien entendu aussi ton appel ou ton recrutement à la fois de nouveaux clients bien sûr, de nouveaux partenaires, d'investisseurs, mais aussi pourquoi pas d'associés. Voilà, donc si certaines personnes nous écoutent, pardon, et bien elles rentrer en contact avec toi, bah, elles peuvent le faire. Elles peuvent d'ailleurs te contacter par quel levier, par quel média? Par email, Oui? camille@onefoodoneme.com. Ok, tout simplement. Donc one en chiffres. Exactement. Ouais, très bien. Et sinon, j'imagine qu'il y a un site internet et on peut te suivre peut-être sur les réseaux sociaux? Oui, on est donc sur tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, n'hésitez pas non plus, hein, Camille Corman, Corman, et puis, le site bien sûr, onefoodoneme.com, donc 1 FOOD 1 MEE.com. On remettra le lien de toute façon dans l'article autour du podcast et de l'épisode. Bah, merci beaucoup encore Camille pour ton temps. Merci à toi Grégory, merci de m'avoir invité, et puis, échange passionnant, effectivement, c'est passé trop vite. Et bien écoute, au plaisir pour refaire le point quand le concept se sera développé dans quelques temps. Euh, Merci à toi, très bonne journée Camille. Oui, toi aussi. Au revoir Grégory. Au revoir. Et pour terminer, avant de conclure cet épisode, bah, je voulais vous inciter à nous mettre une notation de 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé cet épisode ou le podcast en général. Culture Nutrition qui, je le rappelle, donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Voilà, pour mieux comprendre cet univers en pleine évolution qu'est la nutrition, l'alimentation et donc du coup la santé de demain. Donc continuez à nous suivre, à partager autour de vous ces épisodes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. Très bonne journée.